Bonjour, nous sommes le samedi 2 juillet 2022 et je voudrais vous parler de quelque chose de très précis qui se passe aux États-Unis, mais ce n'est pas la, la- la décision prise par la Cour suprême de permettre aux États qui voudraient interdire l'avortement de le faire, ce qui a d'ailleurs commencé depuis. Ce n'est pas non plus la décision de la Cour suprême de prendre une mesure qui empêche en fait le gouvernement de prendre des mesures justifiées par le réchauffement climatique. Donc c'est pro-business, voilà, donc ça permet aux entreprises de faire comme s'il ne se passait rien, d'ignorer le changement climatique, la montée des eaux, etc. Alors que le problème n'est pas moindre aux États-Unis. Euh, il est même, d'une certaine manière, pire qu'à certains autres endroits de la planète. Il y a des phénomènes, comme vous savez, des phénomènes météorologiques extrêmement violents dans ce pays. Il y en avait déjà avec voilà, ce grand couloir au milieu, vertical au milieu, qui permettait à des gouttes de descendre voilà, très facilement, des gouttes froides de descendre très facilement et de ravager le pays d'une manière ou d'une autre dans son centre. Et avec voilà, les cyclones qui sont les tornades qui sont très communes dans une partie centrale des États-Unis. Euh, et ça va de mal en pis. Ils ont eu, voilà, comme nous, vagues de chaleur, mais aussi vagues de froid, des alternances voilà, de, de, de problèmes climatiques plus la région, voilà, toute la Californie qui se désertifie. Vous avez peut-être vu, j'ai renvoyé un article intéressant du Los Angeles Times qui explique comment remplacer le gazon dans votre maison par des plantes du désert. Il y a des plantes du désert, hein, ce sont des plantes extrêmement résistantes et ça existe aux États-Unis. On peut faire, voilà, si vous regardez cet article, on peut faire un jardin assez luxuriant rien qu'avec des plantes de désert, c'est-à-dire un jardin qu'il ne faut pas arroser avec des très très belles plantes qui ne sont pas nécessairement des cactus ou des agaves, mais qui sont des plantes résistantes, mais qui ressemblent, voilà, il y a de la sauge, il y a des choses de cet ordre-là qui sont extrêmement résistantes à la sécheresse. Euh, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de quelque chose de très très précis. C'est la montée en puissance d'une personnalité aux États-Unis, là où on ne l'attendait pas, en particulier parce que c'est une personne qui a eu des difficultés énormes jusqu'à très récemment avec son propre parti, ce qui n'est pas le meilleur moyen, je dirais, de percer en politique. Mais cette personne est en train je dirais, de capter l'attention. On parle davantage d'elle ces jours-ci que du président M. Biden, ce qui n'est pas très très bon pour lui. C'est la personnalité montante. Et qui est-ce? Ben, c'est la fille d'une personnalité tout à fait remarquable et dont on se souviendra longtemps au sein du Parti républicain, M. Dick Cheney, qui a été le vice-président de George W. Bush, voilà, une des personnes qui ont marqué l'histoire du courant néoconservateur aux États-Unis néoconservateur. Donc, pour ceux qui espéreraient de ce côté-là, je dirais une diminution de l'atlantisme et des politiques agressives des États-Unis, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Et la personnalité montante, c'est Madame Liz Cheney, qui est la fille de Dick Cheney. Elle a une sœur, d'ailleurs, Mary Cheney, qui avait provoqué pas mal de remous dans l'actualité, parce qu'au sein d'une famille aussi conservatrice, le fait que Madame Mary Cheney s'est déclarée homosexuelle avait fait un scandale et qui avait d'ailleurs conduit à des tensions assez vives entre les deux sœurs, Liz Cheney et Mary Cheney, au point que, si bon souvenir, Liz Cheney avait dû interrompre une campagne électorale pour être renouvelée dans l'État de Wyoming en raison voilà, de la portée de la querelle avec sa sœur. Alors, Madame Liz Cheney, sénateur du Wyoming, Wyoming qui est la région voilà, de son père, c'est là aussi que lui avait fait carrière de député ou de sénateur,
avant de devenir un des vice-présidents les plus puissants dans l'histoire des vice-présidents aux États-Unis, jouant un rôle tout à fait voilà, central dans la guerre d'Irak, une personne voilà, représentant les États-Unis dans leur politique extérieure les plus dures et extrêmement conservatrice au sein même du pays. La fille a à peu près le même, Liz Cheney a à peu près le même profil que son père. C'est une personne qui a défendu la torture utilisée vis-à-vis voilà, des gens liés aux attentats de septembre 2001. Très conservatrice sur tous les plans. Pourquoi est-ce qu'elle a une personnalité montante? Elle s'est opposée assez rapidement à Trump, à Donald Trump à l'intérieur du parti républicain. Elle a été jusqu'à être au troisième rang dans le parti républicain, mais elle s'était opposée violemment à Trump au point de soutenir l'impeachment, voilà, la procédure de destitution vis-à-vis du président. Et là, après la nomination, l'élection de Biden à la présidence des États-Unis, les Trumpistes, qui représentent de l'ordre de 70% du Parti républicain, à la base, ont décidé de l'éjecter. Elle était encore membre du Parti républicain, mais elle a été déboulonnée de son poste important. Et quand il s'est agi de créer une commission sur le mouvement insurrectionnel du 6 janvier 2021, ce n'est pas elle qui a été mise à la tête de la commission, mais elle y joue le rôle principal, c'est elle qui intervient. De fait, c'est elle qui préside, c'est elle qui introduit les auditions, c'est elle qui fait des commentaires, c'est elle qui interroge principalement les témoins invités. Et elle mène donc une sorte de croisade contre Trump insurrectionnel le 6 janvier 2021. Et dans ce rôle, essentiellement depuis que les auditions sont devenues publiques et qu'elles passent voilà, à prime time, en temps de grande écoute à la télévision, elle apparaît comme non seulement comme une personnalité très importante, mais celle qui retient un peu l'attention. Elle parle d'un ton extrêmement ferme, elle distribue des bons et des mauvais points, elle est très respectable dans la manière dont elle fait son métier à ce niveau-là. Et là, et du coup, elle provoque l'admiration, non pas sur son programme politique, qui est vraiment pas du tout, je dirais, la tasse de café du Parti démocrate, mais elle suscite l'admiration dans sa détermination de mettre Trump sous les verrous. Parce qu'il paraît extrêmement clair que c'est ça son intention, même si dans ce système un peu bizarre de cette commission d'enquête qui émane du Congrès, c'est-à-dire voilà, de l'Assemblée nationale, des députés, tout dépend, pour des poursuites véritables, de ce que va faire le ministre de la Justice, M. Garland. Et là, on ne l'a pas encore vu faire grand-chose. Il émet voilà, quelques subpoenas, c'est-à-dire voilà, dans des... comment dire, je ne sais plus l'expression qu'on emploie en français, ni même si la notion existe, de faire venir voilà, des témoins et de les faire parler sous serment. Et en général, après leur avoir fait comprendre qu'on allait les prendre au sérieux, par exemple en confisquant leur téléphone, il y a des choses de cet ordre-là. Et donc, elle dirige d'une main de fer cette commission. Elle suscite l'admiration des démocrates pour la manière dont elle le fait. Ça ne leur déplaît pas non plus qu'elle a décidé que Trump finirait sa carrière sous les verrous. Et elle est apparemment en train de gagner des points par rapport à l'électorat du Parti républicain. Là, c'est encore de l'ordre, je dirais, du frémissement, parce que
Il semble bien quand même que voilà, ces 70% de gens qui soutiennent Trump, c'est en train de s'effriter, c'est pas en train de s'effondrer, mais il y a différents sondages qui montrent qu'il y a une hésitation, et en particulier à la suite, j'en ai parlé au moment même, de la déposition de Madame Cassidy Hutchinson, voilà, une employée de la Maison Blanche, assistante du chef de cabinet du président, qui se trouvait donc extrêmement central à tout ce qui s'est passé dans la période, voilà, du début du mois de janvier 2021, sans que, alors qu'elle a un rang relativement subalterne, mais elle se trouvait véritablement, son bureau est là, au milieu de tout, au milieu de l'espace où tout était en train de se passer. Et son témoignage a été accablant, en particulier sur un point important, elle a apporté beaucoup d'éléments sur la responsabilité personnelle de Trump dans tout ce qui s'est passé. Alors, Trump, on attire toujours l'attention là-dessus depuis très longtemps, depuis qu'il avait révoqué le chef du FBI peu de temps après son accession à la présidence. Il emploie des méthodes de gangster, et voilà, il sait exactement comment il faut faire. Il n'envoie jamais de mail, il ne signe jamais un papier, il ne dit jamais à quelqu'un directement faites ceci ou faites cela, mais il met des idées du genre ah, ce serait quand même une bonne idée peut-être éventuellement de faire ceci ou cela, et tout le monde comprend que c'est de langage codé qui lui permet de pas voilà, même d'être enregistré, et qu'on ne puisse pas dire qu'il aurait dit il faut faire ceci ou cela. Extrêmement prudent de ce côté-là, mais il y a des choses qui deviennent quand même des descriptions de son comportement deviennent même extrêmement compromettantes, même quand ce sont comment dit-on, hearsay, des choses entendues, comme par exemple quand cette Madame Hutchinson dit j'ai vu Monsieur Machin au moment où il sortait du bureau du président et il a dit ceci ou cela. Alors bon, elle ne l'a pas entendu dire directement, mais elle a obtenu beaucoup d'informations de personnes directement impliquées. Trump, bien entendu, essaie de la discréditer maintenant en disant qu'est-ce que. Mais il utilise toujours la même tactique stupide, même quand il s'agit de son chef de cabinet, de dire oui, c'est un gars que j'ai à peine connu, je ne sais pas trop de qui il s'agit. En réalité, même quand il s'agit de gens avec lesquels il discutait tous les jours, c'est sa tactique, elle est quand même un peu usée, surtout quand on connaît les organigrammes. Non, il y a un certain nombre de gens auxquels il parlait et dont il ne peut pas prétendre qu'il les a. Il n'a jamais entendu parler d'eux, c'est pas exactement de qui il s'agit. Et donc là, pour le moment, il y avait aussi la chose suivante, c'est que avait refusé de diffuser en prime time, hein, aux heures de grande écoute, ces auditions du Congrès sur les événements du 6 janvier 2021, la chaîne Fox News, qui est quand même la plus regardée aux États-Unis, qui a des positions dont le propriétaire est Monsieur Rupert Murdoch, australien devenu américain, il a peut-être encore la double nationalité, une chaîne véritablement d'extrême droite qui soutient Trump à fond. Mais là, le témoignage de cette Madame Hutchinson a déstabilisé la chaîne qui a commencé à en parler. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas pu ignorer le fait que la population a été extrêmement impressionnée par le témoignage de cette dame, qui n'aurait pas été à l'endroit où elle était, à la Maison-Blanche, et n'était pas considérée comme comment dire, comme une disciple fervente de Trump, elle n'aurait pas été là. Là, elle a choisi de témoigner à charge envers le président. Ça a été la raison pour laquelle on a présenté son intervention, je dirais, comme étant un scoop qu'on allait l'improviser dans les jours, dans les tout prochains jours. J'avais dit que je ne comprenais pas trop parce qu'on l'avait déjà vu en fait enregistrer, des témoignages enregistrés d'elle dans les sessions précédentes, mais dans les sessions précédentes, on la voyait répondre dans un bureau, apparemment, à des gens qui lui posaient des questions. C'était enregistré, elle n'était pas là en direct. Et ce qu'on a appris, c'est qu'à cette époque-là, elle avait un avocat payé par Trump. Voilà.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a brutalement changé d'avocat. Elle a pris quelqu'un de beaucoup plus neutre, encore que ce soit un avocat quand même très très marqué du côté républicain, mais qui n'était pas un homme à Trump et qui sans doute n'était pas payé par Trump. Et on n'avait pas compris non plus qu'à la fin de son témoignage, justement, Liz Cheney a dit il y a une chose qui est très très grave qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de la subornation de témoins. La subornation de témoins, c'est faire pression sur des témoins pour qu'ils ne répondent pas de manière honnête aux questions qui leur seront posées. Et là, Liz Cheney avait lu deux messages qui étaient des messages qui ressemblaient fort, je connaissais ça, de m'être intéressé fort au comportement de M. Roger Stone à une époque. Il était très fort à menacer un type de dire je vais tuer ton chien et après ce sera toi, etc. Ce n'était pas aussi violent ce que Cheney a lu, c'était vraiment plutôt, je dirais, comme voilà, des phrases du parrain. Tu comprendras que ton intérêt, c'est quand même, oui, de rester extrêmement loyal, sans quoi, bien entendu, bah, il faudrait que nous en tirions les conséquences, etc. Là aussi, bon, quelque chose qui n'est pas... ou le sous-entendu. Les sous-entendus sont beaucoup plus, comment dire, menaçants que ce qui est dit de manière littérale. Et là aussi, curieusement, donc on a entendu, c'était il y a quelques jours, Les Cheney terminait sa déclaration en disant c'est très très grave de faire de la subornation de témoins. Et donc, une situation très curieuse. Donc, elle est là à faire c'est un match, hein, vraiment, c'est un combat. Elle est sur le ring avec Trump en face et de la manière dont c'est parti, maintenant, depuis un certain temps, je crois que tout le monde se dit elle va gagner, elle va gagner. Elle a tellement de punch. Il faut dire que son père en avait. Et quand je dis ça, bon, avec un sourire, c'est pas par admiration, parce que Cheney, c'est un type que je déteste véritablement, ce Dick Cheney, qui a été, je dirais, une des pires ordures dans l'histoire des États-Unis. Et sa fille ayant des positions sur le plan politique, moral, éthique, etc., qui sont quasiment impossibles à distinguer de son père, mais elle est en train, je dirais, de prendre véritablement l'ascendant dans la politique américaine, au point d'éclipser dans l'actualité le président même, M. Biden, avec ce paradoxe qu'elle a le soutien des démocrates parce qu'elle apparaît comme un défenseur, non, je ne vais quand même pas dire défenseur, défenseuse des institutions démocratiques américaines, et comme je le dis toujours là, démocratique dans le style américain qui est bien spécial, elle apparaît comme le fer de lance d'une lutte contre la montée du fascisme représentée par Trump. Montée du fascisme qui apparaissait, je dirais, jusqu'à il y a quelques jours, assez inexorable. Et là, depuis, voilà, depuis l'audition de cette Madame Cassidy Hutchinson, on a l'impression que les choses ne sont plus aussi claires, et en particulier que l'ascendant de Liz Cheney sur non seulement sur cette commission, mais sur le pays tout entier, est en train d'opérer un basculement. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est comme la guerre en Ukraine, comme la distribution des cartes à l'issue des législatives en France, avec un Parlement qui nous change de ce qui avait été le cas depuis très très longtemps, où il y avait des majorités absolues pour le parti du président. Quelque chose de très intéressant, en particulier, je dirais pour moi, qui me suis fait connaître du grand public en ayant prévu bien des années à l'avance, au moins 3 années avant, la crise des subprimes, en disant ça va se passer exactement de telle manière. Là, au contraire, j'ai le sentiment, et vous, sans doute partagé par la majorité d'entre vous, que ces jours-ci, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que tout est tellement ouvert, on est tellement dans une situation de pré-effondrement généralisé qu'on a le sentiment voilà, qu'une étincelle peut mettre feu à la plaine, pour citer quelqu'un de très célèbre.
et que ça peut partir dans n'importe quelle direction. Ça peut partir dans n'importe quelle direction, en particulier du fait que ce pays américain, et on le sait, il y a un certain nombre de présidents, de frères de présidents qui ont été assassinés, de grandes personnalités. C'est un pays où on a la gâchette facile, vous le savez. Donc un pays déjà volatile, comme on dit, en temps de paix et en situation de pré-guerre civile permanente, comme c'est le cas maintenant, c'est encore beaucoup plus volatile. D'autant que la situation sur le plan international devient elle aussi extrêmement, non seulement tragique, mais aussi extrêmement, on ne sait pas ce qui va se passer. C'était quoi? C'était hier qu'on nous dit grande victoire des Ukrainiens, avant-hier sans doute, en ayant délogé de cette île, l'île du Serpent, les Russes qui ont dit qu'ils se retiraient par grande magnanimité, mais ça n'a pas l'air d'être par grande magnanimité. Situation très très curieuse du fait que on s'attendait, Poutine s'attendait certainement à être à Kiev en 3 jours, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors bon, du coup, il y a une très 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 grande destruction du pays avec des armes de plus en plus puissantes. On n'est pas encore au nucléaire, mais quand j'ai dit, c'était quoi en janvier, 3 semaines ou 6 semaines avant l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, qu'on était là au bord d'une guerre de type thermonucléaire. Je ne suis pas convaincu qu'on l'ait échappé, c'est toujours là, c'est toujours... si les Russes commencent à perdre sérieusement, plutôt que d'être dans l'enlisement qu'on voit en ce moment, ils recourront sans doute, en tout cas, à l'arme nucléaire tactique sur le territoire de l'Ukraine. Par ailleurs, les Russes n'avaient pas prévu sans doute que l'OTAN allait reprendre du poil de la bête comme il le fait en ce moment avec de nouvelles candidatures, Suède, Finlande, etc. Et puis des situations sur le terrain qui deviennent très, comment dire, problématiques du côté de la Lituanie, enfin dans d'autres pays qui sont au limbe, là, aux marches, de cet empire russe qui tente de se reconstituer pour le malheur de tout le monde. Euh, Comment tout ça va se terminer, je ne sais pas. Et je faisais comme allusion au début au fait que les États-Unis, que cette Cour suprême d'extrême droite euh, prend des mesures véritablement suicidaires à l'échelle de la planète en rendant pratiquement impossible des mesures au niveau fédéral pour protéger contre la dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique, etc. Ces gens ne se rendent probablement pas compte qu'ils prennent des mesures suicidaires. Ils ont l'impression au contraire, parce qu'ils prennent des mesures contre l'avortement qui sont du côté de la vie, mais ils sont aux côtés de fait de la très très grande faucheuse. Tout ça n'est pas complice objectif, de Poutine de son côté, ce qui n'est pas étonnant. Ces gens-là, les Trumpistes et les poutinophiles, chacun le sait, c'est le même parti, agissant d'ailleurs à l'unisson depuis quelques années. Voilà, un point sur l'actualité. Nous sommes donc le 2 juillet 2022. À bientôt.